Merci d'avoir choisi ATV. Au sommaire ce soir, scène de carnage hier soir chez un éleveur de caprins. 20 cabris ont été massacrés par une meute de chiens errants. C'est la seconde attaque en un mois sur cette exploitation au Marin. 24 dossiers à l'ordre du jour et une ambiance surchauffée aujourd'hui dans l'hémicycle de Plateau-Roi. Les élus régionaux étaient réunis en plénière et en pleine campagne des législatives. Les joutes verbales ont été nombreuses. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, coup de projecteur sur la cigarette chez les jeunes. Une addiction au tabac de plus en plus courante et surtout de plus en plus précoce, vous le verrez. Aider à changer le regard sur la déficience intellectuelle, c'est l'objectif de la journée porte ouverte organisée demain à l'Institut médico-éducatif Les Fougères. Il accueille une centaine d'enfants de 6 à 20 ans. Annie Ramin, présidente de l'association d'aide aux personnes handicapées, nous en parlera. Elle est notre invitée ce soir. Mais évoquons d'abord ce drame qui endeuille le monde cycliste. Ce matin, un coureur du Madinina Bikers a été mortellement fauché par une voiture alors qu'il s'entraînait sur la RN5 en direction de Sainte-Luce. L'accident s'est produit après le pont de Rivière-Salée. Transporté dans un état grave au CHU, le sportif n'a pas survécu à ses blessures. Âgé de 36 ans, marié, père de 3 enfants, il était installé depuis peu en Martinique et avait rejoint le Madinina Bikers en août dernier. La voiture en cause dans l'accident était conduite par une femme avec un bébé à bord. Elle effectuait, semble-t-il, un dépassement et au moment de se rabattre a heurté le cycliste de plein fouet. Très choquée, la conductrice âgée de 30 ans a dû être hospitalisée. Le président du comité régional cycliste a fait part de sa vive émotion et rappelé la nécessité que les cyclistes puissent s'entraîner ailleurs que sur la route. Alfred Desfontis répond à Karel Chassol. Une fois de plus, une grande perte pour notre peloton. Un homme perd sa vie en avoir envie de pratiquer la discipline qu'il a choisie. Et ce matin, pendant son entraînement, il se fait heurter lourdement par un automobiliste et quelques heures après perd sa vie. Notre peloton est endeuillé et je profite de votre télé pour adresser les condoléances à la famille et aussi au monde du cyclisme martiniquais, dont l'équipe du Madinina Biker. Depuis un moment, nous le rappelons très souvent aux automobilistes d'ouvrir les yeux, de faire attention. Nous avons des cyclistes sur la route. La route n'appartient pas qu'aux automobilistes, c'est aussi aux deux roues. Et le code de la route dit qu'ils doivent respecter le sens de la circulation. Il était dans le bon sens, il était bien à droite et il se fait heurter par une voiture. Donc rappeler aux automobilistes d'ouvrir les yeux, de faire attention. Donc c'est un rappel que nous faisons très souvent au jour où nous n'avons pas d'infrastructure pour nous préparer, pour faire notre sport que nous avons choisi. Pas de bande cyclable, pas de piste cyclable, pas d'anneau cyclable, pas de vélodrome, manque d'infrastructure. Nous sommes obligés d'aller sur la route pour le pratiquer, pour se préparer. C'est le cauchemar des éleveurs d'ovins caprins, les meutes de chiens errants qui s'en prennent à leurs troupeaux. Cette nuit, un exploitant du Marin a vu son cheptel décimé pour la seconde fois en moins d'un mois. Une vingtaine de bêtes ont été attaquées et au réveil, la scène était insoutenable. Louis Sabas s'est rendu sur place ce matin. Attention, certaines images de ce reportage peuvent heurter. Alain ne peut que constater les dégâts. Il y a des jeunes agneaux avec des méos qui sont là. Avant le lever du soleil, son troupeau de caprins a subi une attaque de chiens, la deuxième en un mois. J'avais 51 méos. Les 51 méos, il me reste que 8. Et dans les 8, il me reste que 5 là maintenant. C'est même pas 3, puisqu'il y a les 3 autres que je ne compte plus dessus. Le vétérinaire va l'euthanasier. Alain aura perdu plus de 10 000 € après ces attaques successives. Un coup dur pour ce petit producteur de viande qui a vu son troupeau décimé, d'autant plus qu'il ne bénéficiera d'aucune indemnisation. Du côté de la SCACOM, la Société coopérative agricole des éleveurs de caprins et d'ovins de la Martinique, on se mobilise sur le sujet. Avec le groupement de défense sanitaire et l'association de gestion et protection des animaux, depuis le début de l'année, un recensement des attaques est en cours. Ça nous permettra, dans un premier temps, de sensibiliser la population
la population martiniquaise et aussi les pouvoirs publics pour que nous puissions nous rendre compte quel poids économique que ça représente. Parce que toutes ces attaques étaient prises les unes derrière les autres sans qu'il y ait véritablement un recensement. Ces attaques de chiens errants ou divagants ont des effets à très long terme sur la production des éleveurs qui se répercutent sur le fonctionnement même de la SCACOM. Pour par exemple une attaque de chien où on a eu 40 brebis tuées, c'est carrément une tonne de production qui part dans la nature. Les survivantes trop stressées ne pourront pas être consommées. Depuis le début de l'année, ce sont environ 250 brebis qui sont mortes suite aux attaques de chiens. Une perte potentielle de près de 400 agneaux, soit 5 tonnes de moutons ou cabris, qui sont aussi perdus pour le consommateur. Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour adresser aux impôts leur déclaration de revenus, version papier. Le défilé des personnes n'a pas cessé aujourd'hui devant les boîtes aux lettres des centres des impôts ici à l'hôtel des finances de Cluny. Ceux qui effectuent leur déclaration par Internet ont encore 3 semaines pour remplir et renvoyer leur télédéclaration. Et puis bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, l'essence baisse ce mois-ci. Nouveau tarif des carburants à compter de ce soir minuit, moins 8 centimes sur le samplon désormais facturé 1,55 € le litre, moins 2 centimes sur le gasoil compté désormais 1,29 € le litre, et puis moins 83 centimes sur le gaz. Le bidon de 12,5 kg coûte jusqu'à nouvel ordre 23,70 €. Des demandeurs d'emploi qui trouvent porte close, non pas suite à un entretien d'embauche, mais bel et bien à leur agence du Pôle emploi, en l'occurrence l'antenne de Kerlis à Fort-de-France, fermée depuis plusieurs mois pour travaux, une situation qui met beaucoup d'usagers dans l'embarras, comme Daniela que nous avons rencontrée ce matin, témoignage recueilli par Thomas Delorme. 1 mois et demi. 1 mois et demi que Marie-Daniela vient tous les matins dans l'espoir de faire avancer son dossier de création d'entreprise. Chaque jour, elle trouve la porte du Pôle emploi de Kerlis close. Ouais, regardez-moi ça. Encore fermé. Et pourtant, cette jeune licenciée économique de 22 ans a tout fait pour s'en sortir. Aujourd'hui, elle a pour projet de monter un restaurant, mais sans l'aide du Pôle emploi, impossible de faire les démarches correctement. Pour elle, c'en est trop. Moi, j'en ai ras-le-bol parce que je suis sur un projet qui a de l'importance, qui peut aller loin. Et j'ai des gens qui, soi-disant, qui veulent m'aider pour ouvrir, aider les jeunes. Et là, je vois rien. Je vois que c'est fermé. Ça me déçoit beaucoup parce qu'on parle de jeunesse, on parle de beaucoup de choses. Mais nous, quand on a envie de créer, on nous entend pas, on nous voit pas. Sur la grille de l'établissement, un petit écriteau annonçant une fermeture pour travaux. Pas plus d'explications. Chaque jour, ils sont nombreux comme Marie-Daniela à se déplacer pour rien dans cette antenne. Effectivement, j'ai vu des ouvriers sur le sentier, mais je pensais pas que ça allait prendre 1 mois et demi. Apparemment hier c'était ouvert, mais ils ont refermé tout de suite parce que il y avait pas de l'inspection du travail n'était pas passée voir, c'était aux normes par rapport aux travaux. Mais là maintenant, on pense qu'on peut ouvrir aujourd'hui, on peut ouvrir, même demain, faites quelque chose quoi. Marie-Daniela a appelé et s'est déplacée dans d'autres centres, mais les employés lui assurent ne rien pouvoir faire. De notre côté, malgré de nombreuses tentatives, nous n'avons pas réussi à joindre la direction. Cette situation commence à coûter à la jeune femme. Je me retrouve sans rien. Je fais mon petit marché sous le côté parce que je fais des confections de tartes sucrées, de gâteaux que je vends un peu partout sous Fort-de-France. Donc je me fais déjà un carnet client pour le futur. Mais là maintenant là, je me retrouve perdue. Aujourd'hui, le problème devient urgent pour Marie-Daniela. La fin de ses droits approche et sans l'aide du Pôle emploi, cette jeune femme pleine de projets risque bien de se retrouver dans une situation très délicate. Vous avez allumé une cigarette aujourd'hui, alors vous n'avez pas respecté la journée sans tabac célébrée ce jeudi partout dans le monde et aussi en Martinique. Chez nous, plusieurs opérations de prévention étaient organisées à cette occasion. Dans le hall de l'hôpital de Trinité, des panneaux informaient sur les méfaits de la cigarette et les moyens de sevrage existants. D'ailleurs, sur place, les fumeurs pouvaient aussi tester leur degré de dépendance à la nicotine et leur motivation pour arrêter. L'hôpital de Trinité qui propose une prise en charge du sevrage tabagique. Et aujourd'hui, la cible privilégiée des industriels du tabac reste les jeunes. Chez nous, ils sont de plus en plus nombreux à fumer et de plus en plus tôt. 13 ans, c'est désormais l'âge moyen des premières cigarettes. On expérimente aux abords du collège, sous l'influence des copains. Et pour certains, la dépendance ne tarde pas à s'installer. Marie Tricot, Laura Châtenay-Rivaudet. Flore a 19 ans.
Elle a fumé sa première cigarette à l'âge de 15 ans, mais n'est pas devenue accro à la nicotine pour autant. Profitant d'une visite médicale à l'hôpital, elle tient à s'arrêter au stand d'information dédié au tabac. Test du jour imaginé spécialement pour les jeunes. Connaissez-vous bien votre ennemi? Combien y a-t-il de produits chimiques dans la cigarette? Plus d'une soixantaine sont cancérigènes. Alors environ 4000 ou 400? Je vais dire 400. 4000, c'est un peu exagéré, non? C'est pas exagéré, c'est 4000. Ah bon? Ben, ça m'intéresse parce que j'ai des amis à moi qui fument. Et que moi, c'est important parce que je me rends compte qu'ils peuvent en mourir. Et que moi qui les fréquente, je peux en mourir aussi. Des amis fumeurs, Flore en a beaucoup. Certains ont d'ailleurs commencé très jeunes. Cette collégienne, 13 ans à peine, s'est déjà vue plusieurs fois proposer des cigarettes à la sortie de l'école. Certains de mes amis pour rigoler, mais je trouve ça, voilà. Ils m'ont proposé autant qu'expérience pour nous. Franchement, je crois qu'il faudrait pas fumer à notre âge. Même refus pour Ismaël. Un peu plus âgé, il a vu des amis tomber dans la dépendance. Mes copains, ils fument pour avoir de la hauteur. Moi, ça m'a dit rien. Et justement, t'as beaucoup de copains qui fument? Ah, beaucoup. Ils ont commencé à quel âge, généralement? Dès le collège. Une tendance qui va en s'intensifiant selon la dernière étude de l'Observatoire de la santé de Martinique. Désormais, ce sont près de la moitié des jeunes âgés de 14 à 19 ans qui ont déjà expérimenté une première cigarette. À peine 25% sont des fumeurs réguliers, mais pour cela, les causes d'un tabagisme précoce ne sont pas à négliger, de même que leurs conséquences. Les mœurs sociales ont aussi évolué. Et donc, il y a aussi un facteur d'anxiété, de stress qui peut expliquer un petit peu cette influence, en tout cas cette envie des jeunes consommateurs à aller vers ce type de produit. Cette consommation peut entraîner un manque de concentration, peut entraîner aussi, on va dire, une difficulté à suivre une cohérence dans le parcours scolaire de l'enfant. Et on peut remarquer aussi au niveau au sein de la famille un certain nombre de difficultés relationnelles, de tensions qui vont apparaître parce que le parent a pu détecter ou ne comprend pas non plus l'attitude du jeune qui va changer du jour au lendemain. Les jeunes fumeurs souhaitant arrêter peuvent se faire aider dans l'hôpital de leur choix, en toute discrétion, dans le respect du secret médical. Aider à changer les regards sur la déficience intellectuelle. C'est l'objectif de la journée porte ouverte organisée demain à l'Institut médico-éducatif Les Fougères à Fort-de-France. Ce centre sous tutelle de l'Agence régionale de santé et de l'éducation nationale accueille des enfants de 6 à 14 ans et dans une autre section des adolescents et jeunes adultes de 15 à 20 ans. Tous souffrent d'un retard mental moyen sans troubles graves associés. L'établissement est géré par l'association d'aide aux personnes handicapées dont la présidente est avec nous sur ce plateau. Annie Ramin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans changer les regards, et c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés autour de la déficience intellectuelle. Oui, il y a beaucoup de tabous, il y a une grande inquiétude et on se rend compte de cette inquiétude quand les parents ont un enfant à placer en IME. Et donc, il est nécessaire qu'ils voient comment ça se passe, mais on va en parler. Alors, on parle de retard mental moyen sans troubles graves associés, c'est-à-dire, ça correspond à quel type de maladie très concrètement? Ah, alors ça ne correspond pas à un type de maladie, mais à un niveau de développement. Et ce niveau est fixé, est évalué par le corps médical, évalué par les psychologues et nécessite une prise en charge particulière des enfants. C'est la raison pour laquelle ils sont accueillis dans des établissements tels les IME. Alors donc c'est les médecins qui orientent les... Il y a un rapport médical et ensuite les enfants sont évalués à la MDPH au sein d'une institution. Maison départementale des personnes handicapées. Maison départementale des personnes handicapées. Il y a une commission qui évalue et qui oriente les enfants en fonction de leur niveau de handicap, qui les oriente vers un type d'établissement ou un autre. Alors, aux Fougères, on l'a dit, on accueille ces enfants à partir de 6 ans et jusqu'à environ 20 ans. Quel type de prise en charge trouve-t-il dans ces instituts? Il y a 2 niveaux. Il y a déjà le niveau des enfants entre 6 et 14 ans. Et là, ils ont un enseignement scolaire aussi bien qu'un apprentissage à la vie. On leur apprend à se comporter,
à agir, à lire, à tenter d'écrire, à calculer, mais de manière tout à fait particulière correspondant à leur handicap. Par exemple, nous avons aux fougères des enseignants de l'éducation nationale qui prennent en charge des groupes d'enfants de 8, un nombre de 8. Alors pour les plus grands? Les plus grands sont en IM Pro. Alors, une fois que la partie scolaire est effectuée, il y a la partie préparation à la vie. Donc à la vie professionnelle. On leur apprend les prémices de métier, ils vont en stage et c'est la partie institut médico-professionnel. Et quelle perspective ensuite pour ces jeunes? Ils vont dans le monde de l'emploi, ils cherchent du travail. Chaque enfant est orienté selon ses capacités, selon son niveau de handicap, puisque tous les enfants ne sont pas pareils, mais ils arrivent à avoir du travail et c'est comme ça qu'on a reçu au moment du départ à la retraite d'une précédente directrice, des enfants, des jeunes, des adultes qui avaient passé à l'IME et qui travaillaient. Est-ce que le nombre de places disponibles dans ce type d'institut en Martinique est suffisant aujourd'hui par rapport à la demande? Non, notre type d'IME, oui. Il y a très probablement, je pense aux autistes, des difficultés d'admission, mais dans notre type d'institution, le nombre de places est suffisant, d'autant que les parents ont le choix entre l'éducation nationale, une classe classique, et les IME. Donc, en ce moment, nous n'avons pas de demande excessive. Par contre, en IM Pro, on a dû augmenter notre nombre de places parce qu'il y avait plus de demandes. Alors très rapidement, journée porte ouverte demain. En quoi une telle manifestation peut-elle contribuer, comme vous l'appelez de vos voeux, à changer le regard sur la déficience intellectuelle? Bien, elle permet aux uns et aux autres de venir voir ce qui se passe, de voir les enfants réciter des poèmes ou chanter. Et il faut à l'occasion saluer le travail des éducateurs et des enseignants parce que ce n'est pas très facile. Mais on se rend compte qu'avec un bon encadrement, on arrive à leur permettre de s'épanouir en fonction de leur handicap. Merci Annie Ramin d'être venue sur ce plateau et donc tous les Martiniquais qui le souhaitent sont invités à cette journée porte ouverte demain aux Fougères à Fort-de-France. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. En bref, mardi, sur ce même plateau, le vice-président de la Banque alimentaire, Serge Pognon, alertait sur les difficultés de l'association humanitaire. Eh bien, une aide de 10 000 € devrait bientôt lui être versée par le Conseil général. La proposition de subvention sera examinée à mi-juin en commission permanente. Et les élus du Conseil régional, cette fois, étaient réunis en séance plénière ce jeudi. 24 dossiers à l'ordre du jour, dont de nombreux appels à projets. En pleine campagne des législatives, l'atmosphère était plutôt tendue dans l'hémicycle de Plateau-Roi et les passes d'armes n'ont pas manqué. Christine Cupitz. À une semaine du scrutin des législatives, les attaques fusent de part et d'autre dans l'hémicycle de la région. Ce que n'a pas manqué de souligner le conseiller régional Daniel Marie-Sainte, lui qui ne figure pas parmi les candidats. Je vois une espèce de constance ce matin de faire entrer la campagne électorale dans celle de la région. Lors de cette plénière largement consacrée aux appels à projets pour le développement de l'île, les élus étaient dans l'ensemble d'accord sur le fond des dossiers. En revanche, quand il s'agit de parler de chiffres et de budget, les divisions politiques reprennent le dessus. Pour faire taire certaines allégations selon lesquelles la région Martinique serait en déficit et ne paierait pas ses fournisseurs, son président décide de remettre les pendules à l'heure. Le coût administratif présente un excédent de 13 555 925 €. La région en excédent de 13 millions d'euros ? Autre son de cloche dans le camp des patriotes et sympathisants qui rappellent qu'au 31 décembre 2011, le besoin de financement de la région s'élevait à 14 millions d'euros. Du côté de la droite, on tente la carte du consensus. Je pense que s'il y a un modèle qu'il faut changer, c'est précisément le modèle qui consiste d'un côté, celui-là qu'il faut changer, à cliver les choses. À faire en sorte qu'on soit dans l'opposition, la confrontation. Mais la réponse du président de région est sans appel. Maintenant que vous avez vu qu'on a quitté le système guichet pour entrer en action projet, que ça paye, c'est beau, parce que la Martinique est en train de construire, vous voulez vous embarquer. Embarquez-vous si vous voulez. Je vais faire des éléments, non.
pour l'instant, cette partie très opérationnelle, nous l'assumons. 24 dossiers étaient à l'ordre du jour de cette plénière. En milieu d'après-midi, seulement un tiers avait été examiné. Les allusions à l'échéance des législatives ne font que rallonger un ordre du jour déjà bien rempli. Et notez que les élus régionaux ont voté une enveloppe de 380 000 €. Elle permettra à la Fédération des Yolrondes de Martinique de finaliser l'organisation du Tour de Martinique 2012 en 7 étapes et non plus en 6, comme décidé à un moment par les organisateurs, faute d'un nombre suffisant de communes partenaires. Dans un peu plus d'une semaine maintenant, vous serez appelés aux urnes pour élire le député de votre circonscription. Jusqu'au scrutin, nous vous proposons dans ce journal des modules pédagogiques pour vous rappeler l'intérêt et les enjeux de ces législatives. Retour ce soir sur le rôle du député. À l'Assemblée nationale, il vote les lois, mais pas seulement. Explication Marie Tricot. La Martinique possède 4 circonscriptions représentées par autant de députés. À un mois des prochaines élections législatives, revenons sur leurs fonctions, leur champ d'action et leur influence. La population se souvient de la loi initiée par un député martiniquais portant sur la lutte contre l'habitat insalubre en Outre-mer. Adoptée en juin 2011, elle déboucha sur l'ouverture d'un droit à l'indemnisation pour les occupants sans droit ni titre. Autre exemple de texte établi en 2001 par l'action d'une députée guyanaise, celui de la loi mémorielle concernant la reconnaissance des traites et de l'esclavage, reconnu comme crime contre l'humanité. Afin d'assurer le principe d'égalité, chaque circonscription est établie sur des bases démographiques. La France en dénombre 577. Ces députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Tout citoyen âgé de plus de 18 ans et jouissant de tous ses droits civils et politiques est libre de se porter candidat. Si le député propose et vote les lois, il est également présent pour contrôler l'action du gouvernement, réaliser des missions temporaires ou encore représenter l'Assemblée nationale au sein d'organismes extra-parlementaires. L'élu ne peut être poursuivi pour des actions liées à l'exercice de sa fonction pendant toute la durée de sa charge, un statut protégé qui lui permet d'exercer en toute indépendance. Le mandat des députés actuellement en place au Palais Bourbon prendra fin le mardi 19 juin à minuit, tandis que celui du nouvel hémicycle élu débutera le mercredi 20 juin à minuit. Et puis, ne manquez pas tout à l'heure le grand oral des candidats aux législatives dans le Nord. Les 12 concurrents en lice répondront à nos questions et à celles de 2 acteurs de la société civile, Patrick Duchel, entrepreneur en tourisme, manager du réseau TAC-TAC, et Tania Augustine, exploitante agricole, ancienne présidente du syndicat des jeunes agriculteurs. Rendez-vous à 20h05. Restez en notre compagnie. Le 19-20 continue. Relation difficile entre patrons et apprentis. Pourquoi? Question posée ce soir par Hubert Bornil dans Tchepeia. Dans 3 questions A, ensuite, Jean-Marc Pulvar reçoit 2 candidats aux législatives sur Fort-de-France, Georges Virassamy et Miguel Laventure. La météo complète d'abord, on se retrouve juste après. À tout à l'heure.